Allez, aujourd'hui un nouvel épisode, c'est un épisode un petit peu particulier parce que je ne suis pas avec un seul invité, mais j'en ai trois, c'est Bertrand, Alexandre et Aurélien qui nous font l'honneur de discuter de ce beau sujet de la Barclay aujourd'hui, parce qu'on a quand même l'honneur d'avoir Aurélien Sanchez qui est le premier français finisseur, comme on dit, sur la Barclay. Alors, d'habitude je demande à mes invités de se présenter, mais si vous me le permettez, je vais me coller à la tâche. Alors, donc il y a Alexandre Rico qui est toulousain mais originaire de Morlaix, donc ce qui fait de lui une très très grande qualité d'être un breton. Il est le cofondateur de You Win Bike, tu me corrigeras si je le prononce mal, c'est une startup qui favorise le déplacement à vélo. Et il a réalisé une participation à la Barclay en 2022. On a également Bertrand Lelouch qui est auteur de Trail et Ultra Mythique, Défi Trail et Ultra Aventure. Il est aussi ceinture noire, 4e dan de judo, directeur financier dans la vie et champion de marche nordique et ultra trailer. Il est déjà passé 2 fois sur le podcast dans l'épisode 173 où on a parlé de la backyard en compagnie de Rémi Gégard et sur l'épisode 138. Et enfin, donc on a Aurélien Sanchez qui est ingénieur toulousain, qui a notamment le record du GR10 sans assistance, mais pas validé par les FKT, mais quand même. Et il est le premier finisseur français de la Barclay, cette mythique course. Alors messieurs, est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose dans votre présentation ? Alors pour ma part, en fait, donc j'ai participé à la Barclay comme coureur en 2022, mais moi je suis venu 3 années auparavant, en 2016, 2017 et 2018. Donc avec un rôle de média en fait. Donc en 2016, j'étais venu pour filmer Rémi Gégard. En 2017, je suis revenu pour filmer Benoît Laval. Et en 2018, je suis revenu en média indépendant comme ça. D'accord, donc tu connais très très bien le sentier, le parcours, et c'est ce qui a motivé l'assistance donc avec Aurélien que tu as fait pendant cette aventure. Voilà, entre autres. Oui. Ok, alors avant de rentrer plus sur votre aventure, est-ce que Bertrand, tu pourrais peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui connaissent pas ou peu la Barclay, et est-ce que tu pourrais la présenter s'il te plaît ? C'est une tâche ardue, c'est une course de légende, donc voilà, la Barclay, bon, j'ai du mal à imaginer qu'on n'en ait pas entendu parler, mais c'est une course qui existe depuis 1986, c'est une histoire à elle-même légendaire comment elle est apparue, mais voilà, ce qui fait sa particularité, c'est que là c'était la 36e édition, la course est extrêmement difficile, quasi impossible, mais pas réellement, puisque certains y arrivent aussi, donc il y a eu que 17 personnes qui sont venues à bout de cette épreuve, qui est une forme d'ultra trail, de course d'orientation, de recherche de livres sur un parcours, enfin avec des codes et des règles assez spéciales, pour ne pas dire plus. Voilà. Et alors justement, est-ce que ça se rapproche plus de la course d'orientation ? Parce que je vois sur les réseaux certains qui disent pourquoi on appelle ça un ultra trail alors qu'il faut finalement se repérer sur une carte, rechercher des pages de livres. Est-ce que ça se rapproche plus de la course d'orientation ou plus de l'ultra trail ? Si je peux me permettre, je pense que c'est un mélange un peu de tout, et ça reste de l'ultra trail parce que c'est la course nature avec un chronomètre, un temps imparti. Après, il y a alors orientation, navigation, enfin je laisserai un petit peu mes compères donner leur avis, mais si on prend une épreuve comme la petite trotte à Léon, il y a aussi une carte, un parcours à suivre, et c'est pas balisé, donc les frontières, moi je suis pas trop fanat des frontières, je dirais que la Barclay, c'est un ultra trail avec en plus des facteurs de complexité supérieure.
Ok, bon, bah c'est clair un petit peu un petit peu plus pour tout le monde. C'est vrai que ça a l'air d'être finalement un beau chantier quand tu le présentes comme ça. T'as pas parlé de ces terrains qui sont vraiment particuliers avec une ambiance météorologique toute particulière aussi. Déjà, Alexandre et Aurélien, avant qu'on rentre sur l'aventure en elle-même, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a déclenché ce choix de faire équipe pour la Barclay? Alors, je vais peut-être commencer, Aurélien, si tu veux. Ouais, je te laisse commencer, Alex. Voilà. Euh, donc voilà, moi j'étais en contact avec un Français qui était inscrit sur la Barclay, donc David Limousin, et qui m'a dit qu'il y avait un autre Français qui s'appelait Aurélien Sanchez qui était inscrit aussi. Alors moi je connaissais pas Aurélien Sanchez, pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Donc tout de suite ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu son profil et j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait. J'avais vu une vidéo que j'ai trouvée assez étonnante à la fin de la Diag, où il était interviewé par Patrick Montel, et ça faisait une quarantaine d'heures, je crois, qu'il était en course, et j'ai trouvé extrêmement frais en fait sur la vidéo, quoi. Donc à la fin de 40 heures de course, donc déjà ça m'a un peu étonné. Puis j'ai regardé son profil et puis j'ai vu un petit peu le pédigré avec des records sur FKT, la traversée des Pyrénées en 12 jours. Donc j'ai trouvé quand même le personnage assez étonnant. Et je me suis dit, tiens, je pourrais le contacter parce que moi donc je suis venu 3 ans sur la Barclay, c'est devenu une passion dès la première année et j'ai eu la chance de courir la Barclay en 2022. Donc je me suis dit, je pourrais contacter Aurélien peut-être pour l'informer, lui donner quelques tuyaux et pour que sa course se passe le mieux possible. Et il s'est trouvé que en regardant sur Messenger, en fait, sur la messagerie sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il m'avait contacté en 2021 parce qu'il voulait participer à une boucle que j'ai créée dans les Pyrénées et qui s'appelle Défi du cauchemar. Et c'est une boucle typée, vraiment typée Barclay, avec à peu près le même dénivelé, la même distance, la même proportion chemin hors chemin. Et à cette époque-là, j'avais complètement zappé, j'ai même pas répondu du tout, quoi. Donc voilà, voilà un petit peu comment je l'ai contacté. Puis il s'est trouvé que Aurélien, il travaille sur Toulouse, quelques kilomètres de là où je travaille. Et donc j'ai proposé qu'on se rencontre au self en fait de mon entreprise. Et, et voilà, on s'est vu. C'était la seule fois qu'on s'était vu avant la Barclay. Et voilà, j'ai pu lui donner quelques informations que j'avais. Ok, et toi Aurélien, est-ce que tu aurais imaginé participer à cette aventure sans avoir d'assistance et qu'est-ce que finalement le fait de faire équipe avec quelqu'un, ça t'a apporté dans la réalisation de ce défi? Oui, oui, j'étais parti dans l'optique de justement de me débrouiller, de préparer tous mes sacs à l'avance et d'essayer d'être organisé et de pouvoir faire mes transitions du mieux que possible. Après, il y a Alex qui m'a contacté, on a pas mal communiqué, il a été très très bienveillant et d'une aide extraordinaire en me partageant son expérience. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool, rien que déjà le partage en fait entre deux personnes passionnées de ce projet. Donc on a pas mal communiqué avant la course à ce sujet-là. Donc moi je connaissais d'Alex avant qu'il me contacte son défi du cauchemar en fait, où il a dessiné une boucle très similaire à la Barclay mais dans les Pyrénées. Et c'est comme ça que j'avais contacté quelques années avant. En fait, j'étais curieux, je voulais essayer ça et m'entraîner sur ce terrain-là parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, c'est ça que je connaissais d'Alex avant qu'il prenne contact avec moi. Et moi, j'avais pas forcément des proches qui avaient prévu de venir. Il y avait ma compagne Lucille qui malheureusement ne pouvait pas venir cette année-là. Elle a repris ses études d'infirmière, donc elle était contrainte. Il y a mes parents qui ne pouvaient pas venir parce qu'on a le droit qu'à une seule personne et je les ai dissuadés de venir. Et donc voilà, j'ai vraiment dissuadé la plupart de mes proches à venir à cause voilà, que c'est un sacré voyage et qu'après on est au camp pendant 10 heures. Donc je m'étais convaincu que j'allais préparer ça seul et du mieux que possible. J'ai souvent fait des choses en autosuffisance et ça se passait bien. Par contre, voilà, quand Alex m'a proposé son aide, j'ai clairement sauté sur l'occasion pour me dire ça va être chouette de partager ça avec lui qui est un passionné tout comme moi et en plus de bénéficier de son support qui a été critique comme ça devait l'être pour faire des transitions super efficaces, super rapides. Donc voilà, c'était juste génial de l'avoir sur le camp.
C'est très chouette, moi je trouve. Enfin, moi je découvre en même temps toute l'histoire là, mais moi je soulignerais un point. C'est vrai que la Barclay c'est une course de grands passionnés et connaisseurs. Et en 2018, moi je suis allé aussi là-bas. J'étais réserviste, mais à ce moment-là, je voulais de toute façon aller en mode reconnaissance, etc. Et j'ai proposé mes services aussi d'assistant. Et il y a eu 2 participants qui sont tout de suite manifestés. Et je trouve que c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est très bien de réunir Alex et Aurélien, parce que c'est vraiment ça fonctionne d'autant mieux aussi de la sorte. Donc c'est super chouette. Et alors du coup Aurélien, il y a une question qui revient très souvent et je vais me permettre de citer Christophe Nonorg qui était participant cette année, qui a eu le record, enfin qui a le record du monde de 24 heures de D+, et que j'ai reçu sur le podcast dans l'épisode 178. Je vais le citer. Je pense avoir tout fait ce qu'il était possible de faire pour me préparer. Physiquement, 1600 mètres de D+, par mois et par jour en moyenne sur 2023. Un tiers de plus que ce que j'avais fait pour mon record de D+, en 24 heures. Des entraînements lestés, escaliers. Des entraînements débutés par un saut tout habillé dans un lac gelé 6 degrés et poursuivi dans la neige à Chaumont. Techniquement, je suis entraîné en course d'orientation, en course hors sentier, de jour, de nuit, sous la pluie, dans le brouillard. En termes de connaissances, j'ai pris contact avec des anciens concurrents. J'ai passé des soirées à apprendre par cœur tous les détails de la carte du parcours. J'ai lu des livres, des comptes rendus, regardé des vidéos. J'ai visualisé 1000 fois mes déplacements dans le parc. Logistiquement, j'ai pu obtenir un congé professionnel. Je suis sur place depuis 3 semaines. J'ai arpenté tous les sentiers du parc. Je suis focalisé à 100% sur la course. Mentalement, chaque minute de mes journées, de mes entraînements, de mes repas, de mes soirées et même de mes nuits est centrée sur la course. Pourrais-je en faire plus mentalement? Et pourtant, il a fait 3 boucles. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça, c'est pas à moi de le dire, hein. Chacun, je suis pas vraiment dans la comparaison et c'est pas là où j'avance dans l'ultra. Je me ressens vraiment sur moi-même, sur ma stratégie, sur mes allures de course, sur ma préparation, sur mon alimentation, etc. Ça sera à Christophe de faire le bilan de son côté. Moi, Christophe, c'est une personne que j'admire énormément. C'est pas parce que j'ai fait 5 boucles et qu'il en a fait 3 que tout de suite on doit se comparer et se dire que je suis plus fort que lui. C'est le plan de course, les conditions du jour, etc. Et Christophe, je l'ai rencontré pour la première fois sur la course. On en avait communiqué jusque-là et c'est une personne que j'admire parce qu'il a des valeurs énormes et parce qu'il s'est donné les moyens de vivre son rêve à fond. Ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'il espérait de son côté. Il avait aussi quand même l'humilité de se dire que c'était sa première participation et qu'il pouvait se satisfaire quand même malgré tout de 3, même si son rêve c'était 5. C'est qu'il lui a manqué, je sais pas, ça sera à lui de l'analyser, de le dire. Des fois c'est pas facile à dire. Moi, de mon côté, recentré sur moi-même, je dirais que mon plan s'est exécuté à la perfection, que j'ai réussi à, voilà, dès le début, à me recentrer sur moi-même et ensuite j'ai eu une bonne étoile qui a fait que tout s'est plus ou moins bien déroulé et que j'ai réussi à rentrer dans mes objectifs. Et après, voilà, Christophe, je lui souhaite vraiment dans le futur de réaliser son objectif. Comme tu l'as dit, il s'est tellement donné les moyens qu'il le mérite, tout comme mon pote Guillaume Calmette, où c'était une grande déception pour moi. Bon, je me considérais vraiment comme un binôme avec lui. Et qu'est-ce qui lui a manqué à Guillaume? C'est pareil, il a eu une douleur au tendon d'Achille. Il faut faire une analyse en fonction de ça, en fonction de ses entraînements, de son alimentation, etc. C'est compliqué à dire et ça, c'est que à eux de faire une introspection et de partager leurs ressentis. Mais du coup, ça veut dire que toi aussi, tu as préparé cette course spécifiquement. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir aller au bout? En fait, c'est surtout ça ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui, toi, tu pourrais recommander à quelqu'un qui demain voudrait, comme toi, finir cette course. Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à la terminer et finalement pas d'autres, parce qu'il y a forcément quelque chose qui fait la différence vu le niveau physique, mental de certains coureurs qui se présentent sur ce départ et qui pourtant n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que tu dirais que toi t'as réussi? Bah, justement, c'est ça la question. En fait, je dirais que j'ai rien à recommander pour les futurs finisseurs parce qu'ils doivent le savoir déjà. En fait, il faut qu'on soit habité par la course. Moi, ce défi il est venu naturellement tout seul. On m'a pas dit de faire ça de cette façon-là, etc. J'ai fait mes recherches. J'étais vraiment habité par ce projet depuis 6 ans. J'étais persuadé que je voulais vivre cette course au-delà de la finir et que je voulais vraiment repousser mes limites. Et à partir de là, j'ai fait ma propre analyse. J'ai regardé
où est-ce qu'il fallait que je m'entraîne, où est-ce qu'il fallait que je fasse une préparation exigeante sur l'aspect physique, il fallait que je connaisse le parc, il fallait que je sache m'orienter, il fallait que je connaisse mon alimentation, mes temps de pause, comment gérer mon sommeil, etc. Donc toute cette introspection, en fait, je l'ai faite naturellement parce que ce projet, il était vraiment dans le sang, en fait. Et je suis persuadé que tous les anciens finishers, c'était le cas aussi. C'était un truc un peu inné, je pense, qui est venu naturellement et pas d'un point de vue externe. Et pour les futurs finishers, je dirais que c'est pareil. Christophe, par exemple, ou Guillaume, ça leur est venu naturellement, en fait. Et je pense que oui, ils piochent des informations un peu partout pour s'inspirer de comment les autres font. C'est ce que j'ai fait aussi en lisant les rapports de course, etc. Mais au-delà de ça, voilà, il faut se convaincre de ce qu'on a envie de faire, de son objectif, d'où est-ce qu'on veut aller. Et ça, il faut que ça vienne de soi-même. Moi, j'ai peut-être quelque chose à rajouter sur ça. Vas-y. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai vu Aurélien en fait de l'extérieur. Alors, ce qui est certain, c'est que je me suis revu dans Aurélien. Bon, pas avec le même niveau physique, évidemment, parce que moi, j'ai pas réussi à finir une boucle. Par contre, c'est vrai que la Barclay, quand tu mords dans la Barclay, quand tu l'as dans la peau, après, c'est vraiment très très vite difficile de s'en défaire. Et j'ai vraiment senti qu'Aurélien, c'était un objectif, c'était son objectif en fait. Et tu me couperas si je dis des bêtises, Aurélien, mais je crois que tout ce qu'il a fait avant, les FKT, etc., c'était en vue de la Barclay en fait. Parce que parce qu'il a pas expliqué, mais déjà, donc il a fait une performance extraordinaire, mais déjà pouvoir aujourd'hui être sélectionné à la Barclay, c'est un sacré exploit quoi. Faut savoir que Aurélien est rentré en liste principale sans passer par la liste d'attente. Alors que c'est normalement, aujourd'hui c'est un peu la règle. Il y a tellement de personnes qui postulent. Aurélien, il est rentré directement en liste principale. Ça veut dire que Ouais, c'est fort. Mais Aurélien, t'avais déjà postulé là ou t'as été pris dès la première lettre? Non, non, Non. si, j'ai postulé. Ça fait 6 ans que, en fait, j'ai démarré l'Ultra Trail vraiment que pour la Barclay. C'est mon fil rouge depuis vraiment le départ. En fait, j'ai transitionné de randonneur. Je faisais mes randonnées dans le Grand Canyon. C'est là où j'ai appris à aimer la randonnée. À la question, est-ce que si je me donne un objectif et que je le prépare sérieusement, où est-ce que je pourrais aller et à quel point je pourrais sortir de ma zone de confort et jusqu'à où aller en fait. Et c'est là où j'ai vraiment vu la Barclay comme le défi ultime et je me suis dit, ben, en mars 2017, je me rappelle comme si c'était hier, je me suis dit, je veux vivre cette course, je veux faire partie de la communauté, voilà, je veux exploser, je veux vivre un échec qui fait que je vais en apprendre beaucoup sur moi-même et à partir de là, je me suis dit, voilà, je me suis posé les questions, comment y participer, quel est le parcours des autres finishers, etc., comme Brett Mahoney qui avait fait le John Muir. Et là, voilà, j'ai commencé mon analyse et mes expériences autour de ça. Donc, oui, j'ai postulé dès 2017, tous les ans depuis. Et à force d'expérience, là, je pense à décider de me prendre cette année. Ouais. Mais c'est amusant ce que tu racontes parce que moi j'ai commencé à devenir dingue de la Barclay décembre 2016 et à ce moment-là je me souviens pendant 3 mois je ne parlais que de Barclay à la maison au point où ma femme et les enfants se disent bon ça nous saoule ta Barclay là. Ouais, mais ouais, ouais. Et donc c'est ce côté obsessionnel, mais c'est vrai il faut préparer ça très longtemps à l'avance. Moi je me souviens Aurélien, là, on s'est vu la première fois il y a 2 ans et demi et t'étais déjà très curieux, tu posais des questions. Donc moi je vois d'autant plus avec le recul, oui, c'est un travail de très longue haleine et tout se construit, s'additionne, comme tu dis, tes FKT et autres, c'est aussi dans cette vision quoi. Donc bravo, tout simplement. Ouais, alors qu'est-ce qui a été pour toi, Aurélien, le plus dur parmi tous les défis que demande la Barclay? Est-ce que ça a été le terrain? Est-ce que ça a été la nuit? Est-ce que ça a été l'alimentation? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Moi, cette année, le plus dur, si jamais je devais choisir parmi les variables de la Barclay, ça serait l'orientation. Je connaissais pas le parcours, il a fallu que je me l'approprie, que je fasse connaissance avec le parcours, que je le maîtrise, que je fasse le moins d'erreurs possible. Et malgré tout, à la 5e boucle, j'en faisais toujours. Donc ben là, à ce niveau-là, je suis à nouveau extrêmement reconnaissant envers Guillaume Calmette
Ça a été un mentor incroyable proactivement la semaine avant. Il m'expliquait tous les marqueurs, où il fallait tourner, etc. Il m'a juste transmis d'une volonté incroyable toutes ses connaissances. C'était dingue. Donc, au-delà d'être mon pote, Guillaume, c'est mon mentor et le finish que j'ai eu, il est à moitié partagé avec lui, même s'il n'a pas vécu le sien. Voilà. Donc, il fallait vraiment que je m'approprie le parcours. Ça, c'était la plus grosse difficulté pour moi. Euh, la seconde difficulté pour moi, qui malgré tout, on pourrait ne pas y penser, mais ça en était une, c'était ben voilà, d'avoir toutes ces légendes autour de moi. Guillaume, tous les finishers, John, Jared, Nick, Karel, Christophe, je pourrais en citer une quinzaine. Euh, Tout en sachant qu'au départ, en fait, ils avaient tous le même objectif, 5 boucles, et les stats disaient que la plupart allaient échouer. Et du coup, je me disais, ben, pourquoi moi je réussirais alors que eux, pour la plupart, vont échouer. Et clairement, je ne me mettais pas du tout, et je me mets toujours pas du tout au-dessus d'eux. En fait, c'est juste un concours de circonstances, et le fait je sais pas, d'avoir ça dans le sang et de planifier au mieux, mais c'était très intimidant. Ça aurait pu vraiment me perturber et me dire de les suivre et de rester dans la roue pendant toute la course de ces gens-là. Et non, au final, je me suis forcé vraiment à me recentrer sur moi, à faire ma petite course avec Guillaume, comme on avait prévu de le faire pendant les 2 premières boucles. Et c'était pas si facile, hein. Donc voilà, se recentrer sur soi-même, c'est pas quelque chose qui est si naturel que ça non plus, quoi. T'avais un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu regardais toutes ces Ouais. stars autour de toi et puis tu dis pourquoi j'y arriverais. Bah, totalement. C'est Ouais. exactement ça. J'avais appelé ma chérie Lucille là. J'ai dit, mais Qu'est-ce que je fais là? qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, je suis pas à ma place. Tous ils sont en train de parler de est-ce qu'il va y avoir un finisher ou est-ce qu'il y en aura pas et est-ce qu'il y en a un, est-ce que ça sera juste Karel, John ou les autres, quoi. Enfin, du coup, moi je me dis, ben, je suis pas à ma place, quoi. Enfin, après voilà, je sais ce que je voulais vivre et je me suis recentré sur ça, quoi. Est-ce que du coup ça t'a pas enlevé un peu de pression finalement que certains des fois se donnent, hein, et c'est tellement une obsession et ils sont tellement favoris ou voilà, du coup est-ce que tu es allé peut-être plus détendu quand même? Totalement, totalement. Ce que je disais à Guillaume, je disais, je suis content, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Il me disait, si, t'as approuvé à moi, il s'était investi. Je disais, oui, oui, c'est sûr, mais bon. Donc clairement, oui. Après, là, je vois un peu la dynamique que ça prend depuis quelques jours. On en parle beaucoup, tout ça, et j'imagine que pour la Chartreuse qui va venir dans 3 mois, la donne sera un peu différente, peut-être. Mais même, je ressens pas forcément de pression particulière sur mes futurs projets. Je sais où je veux aller, c'est-à-dire me lancer dans des projets où il y a de l'incertitude. C'est ce que je fais depuis 6 ans, où je sais pas si je vais finir. Et je sais très bien que dans mes futurs projets, à nouveau, hein, j'aurai 90% d'échecs et 10% de finish. Si on a le finish qui est garanti, c'est pas drôle, je trouve. Et donc, je sais que je m'attends à ça dans le futur. Je sais que je m'attends à échouer à nouveau. Donc, j'ai pas vraiment une pression particulière à ce niveau-là aussi pour les choses qui sont à venir. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que tu sais que c'est toi maintenant ce gars qu'on va regarder de travers en disant il y a Aurélien qui est là. Ouais, Faut c'est que tu Ce qui est possible. amusant, pardon, ce qui est amusant pendant la course, c'est de voir voilà, que Aurélien, c'était un petit peu l'inconnu c'était un inconnu parmi les coureurs. Et puis, moi, j'ai vu le regard qui changeait parmi, on va dire, les leaders au fur et à mesure des tours et au fur et à mesure des places qui remontaient un petit peu une à une, quoi. Et juste, ouais. Je vois vu d'un peu de l'extérieur puisque j'étais pas sur place, mais oui, on a senti une montée en puissance et je pense que ce qui a vraiment frappé, c'est ton troisième tour là où tu fais un temps de malade et là d'un seul coup, enfin moi en tout cas, je me suis dit non mais là Aurélien il est vraiment au top quoi. Moi je l'avoue, hein, je pensais pas que tu ferais les 5 tours, je pensais que tu allais faire un bon truc, mais je te voyais pas dans les favoris, comme quoi voilà il faut être humble aussi. Je l'ai vu, Bertrand. J'ai vu quelques commentaires sur les réseaux et ça a toujours été depuis 6 ans. Toujours, chaque fois que je me lance dans des projets, je vois qu'il y a plein de gens qui forcément ne croient pas à moi sur le défi. Pour les raisons que je disais, en fait, parce que je fais pas partie des favoris et parce que clairement, oui, je sais qui je suis et je suis pas. Voilà, il y a des John et des Karel qui sont super impressionnants et je prétends pas être à leur niveau, mais voilà, donc ça clairement c'est des choses qui font partie, qui sont intimidantes, où je me demande si je suis à ma place, et c'est des choses où je me dis, voilà, je me ressens sur moi, je me dis, voilà, je dois préparer ça, peux contrôler ça, je peux pas contrôler la météo et les autres, et ça je fais abstraction, et voilà, et après advienne que pourra, et des fois ben, c'est un échec, et des fois je finis, quoi, et voilà.
Mais bon, moi, je te voyais faire une fun run, hein, et ce qui déjà en soi une très belle perf. Mais ouais, non, mais t'es allé bien au-delà. Moi, il y a une vidéo qui m'a vraiment marqué. C'est celle d'Alexandre qui te filme, Aurélien, juste avant le dernier tour. T'as 160 km dans les pattes, quasiment 16 000 de D+. Et puis tu sembles d'une fraîcheur. Tu te baisses comme ça pour ramasser quelque chose par terre. T'as les yeux encore bien ouverts. J'invite tous ceux qui l'ont pas vu à aller le voir, cette vidéo, parce que et ça paraît hallucinant. Enfin, t'as plus d'une diagonale des fous dans les pattes et tu sens d'une fraîcheur incroyable. Est-ce que t'as eu des gros coups de pompe, des moments où t'étais au fond du trou pendant cette Barclay? Non, c'était incroyable. Tu me donnes les larmes aux yeux et rien que de me parler de ça, c'était vraiment une sensation incroyable. C'était la course de ma vie. C'était un truc de fou. Quand j'ai fait la transition entre la boucle 4 et la boucle 5, là, Alex sera témoin, c'était une transition un peu particulière où je suis arrivé. Il y a John qui était là. Il voulait partir en sens horaire et moi aussi. Donc on a commencé un petit peu à accélérer avec Alex. Bon, au final, John était prêt et j'ai vu dans quel état John est parti, c'est-à-dire il était usé forcément après 4 boucles et John c'est une personne pour qui j'ai du respect immense et moi à ce moment-là je me sentais pas frais mais je me sentais bien, je boitais pas, je me sentais d'y aller quoi, de me lancer dans ce truc là, de me lancer dans cette 5e boucle dont je rêvais tant et je pouvais courir, j'avais vraiment l'objectif injecté en moi et ça devenait réalité. Et par contre, voilà, j'étais concentré parce que je savais qu'à tout moment, la course pouvait se terminer sur un livre, sur une erreur de navigation. Donc, j'étais concentré, j'étais en forme. Du coup, voilà, je me suis dit, c'est mon sprint final. C'est pour ça que je suis parti à vive allure et j'ai continué pendant un bon moment comme ça. Et donc, non, ouais, j'ai ressenti vraiment des très bonnes sensations toute la course, hein. Des moments de doute à un moment donné, des moments de sommeil, de manque de sommeil quand j'étais avec Karel lors de la 4e boucle. Lors de la 5e boucle, une petite douleur au genou droit qui commençait à s'amplifier et je me suis inquiété en me disant j'espère que ça va pas faire un coup de poignard où je pourrai plus marcher. Mais non, c'était une petite douleur que j'ai réussi j'ai fait face en fait. Et sinon, non, vraiment des sensations, pour un ultra de ce type-là, des sensations incroyables que je pourrais pas espérer mieux et que je pourrais pas m'attendre à avoir ce genre de sensations à toutes les courses, c'est pas possible. Eh ben, C'est impressionnant. ouais, en fait, Ah, on mais sent que c'était le jour J, c'est t'avais ta ça. bonne étoile, qu'il y avait tout qui était aligné en fait. Ouais, ouais, c'était incroyable. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Est-ce que dans ce démarrage 5e tour, là, tu évoques John qui veut redémarrer pour prendre dans le bon sens, entre guillemets, ça t'a contrarié de faire le sens anti-horaire finalement ou pas, ou tu dis, bon, de toute façon, moi, je me pose pas de questions, j'avance. Non, non, ça m'a contrarié, ça m'a contrarié. C'est pour ça d'ailleurs, à la pause là, ben, Alex, Guillaume et Pauline le savent, hein, je Ouais, m'étais résigné parce que je voulais respecter le fait qu'il ait choisi qu'il soit arrivé avant. Et après, ouais, ils me disent dans l'oreillette, ils me disent si tu le sens pas, vas-y, fonce, touche la barrière en premier et vas-y quoi. Du ouais, coup, c'est là, je commence à dire à Alex, je commence à dire allez, Alex, on accélère, dans 2 minutes, je suis parti parce que clairement, ça me contrariait. Et bon, là, d'accord. quand j'ai accéléré, John, il a vu, il a accéléré aussi et il s'est levé. Ok. Donc ça, voilà, celle-là, je me suis résigné. Ça, Et ça, c'est un moment, ça, c'est un moment vraiment très très fort dans la Ouais, course. C'était le duel, mais le ouais, duel où ils étaient vraiment en face à face en fait. Ils se regardaient, ils se toisaient. C'était un moment dingue quoi. Et ouais, c'était vraiment à celui qui allait dégainer le premier. c'était un peu ça, Donc ouais. c'est sûr que sur le coup, Aurélien a vraiment été très contrarié. Là, il y a eu une grosse aide de Guillaume qui l'a vraiment reboosté. Il lui dit c'est pas grave, les zones de navigation un peu difficiles, tu vas te débrouiller. Dès que tu peux courir, tu cours. Et ça là, il est repassé sur autre chose. Il est reparti comme ça en courant quoi. Ouais, et après, voilà, bon, rapidement, ben, clairement, j'étais contrarié. Et après, je me suis rapidement dit quand même, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler de la course, comme la météo ou autre chose. Donc, ben, une fois que j'étais dedans, eh ben, voilà, après, il suffit juste d'éteindre le cerveau, de pas trop y penser. Et maintenant, voilà, de chercher le bouquin numéro un, le bouquin numéro 2, et de se recentrer sur l'essentiel. J'étais dedans, et c'était terminé, le choix était fait. et alors, moi, j'ai toujours question sur ce 5e tour, là, quand tu arrives, le livre qui a disparu, là,
En fait, comment t'as vécu ce moment-là? Méga stress? Enfin, qu'est-ce que tu dis, c'est pas possible et les planètes sont contre moi ou ça a été quoi ton impression? Non, je me suis clairement pas dit les planètes étaient contre moi. J'étais en train de vivre l'émotion de ma vie. Je savais que ça allait devenir réalité. Je savais que là, j'avais fait tous les calculs dans ma tête, que j'avais au moins 1 heure, voire 1h30 de battement entre voilà, pour arriver. Je savais que j'allais finir, je savais que j'allais faire le truc, une course dont je m'étais, voilà, ça faisait 6 ans que je rêvais de ça et ça faisait 6 ans donc j'étais pas sûr de pouvoir la finir. Donc d'un point de vue personnel, en tout cas, juste pour moi, je savais que j'allais le faire. Après, le livre, voilà, il servait pour la validation externe, pour rendre le finish officiel et ça, c'était, ben voilà, c'était dans un second temps entre guillemets. Et là, ça me frustrait énormément de savoir, voilà, de m'imaginer en train de faire compter mes pages à l'AS et qui me disent ouais mais il en manque une, t'es allé où, qu'est-ce qui s'est passé et qui me juge un peu ou voilà que de son côté il juge et qui doute de ma performance, ça m'aurait blessé. Mais d'un point de vue personnel, j'étais en train de vivre mon rêve, donc ça m'a pas non plus complètement écrasé le fait de pas trouver le livre. D'ailleurs j'ai perdu 5 minutes. Et ça aurait pu être déstabilisant parce que tu aurais pu cogiter en disant oh là là, ouais, ça se trouve, je vais faire le long truc et on va quand même me refuser alors que j'y suis pour rien et que j'ai fait le job. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux juste raconter cette histoire, Aurélien, pour tous ceux qui connaissent pas l'histoire du livre qui a disparu? Bien sûr, ouais. Bon, mais voilà, il y a 13 livres sur le parcours qui servent de checkpoint où on arrache la page du numéro de son dossard. Moi, c'était le dossard numéro 189 pour la dernière boucle. Et là, j'arrive à l'avant-dernier bouquin qui, normalement, est un bouquin assez clair. Il est sous une pile de pierres proche du sentier. Et là, j'enlève toutes les pierres, une par une. Je vois pas le livre. Du coup, je me dis, mais c'est pas normal. Du coup, je commence à regarder autour de moi. Bon, il fait jour, hein, c'est l'après-midi. Je regarde autour de moi, il n'y a pas d'autre tas de pierres en fait. Il est là, c'est sûr qu'il est là en fait. Donc je retourne vraiment toutes les pierres, je m'assure qu'il n'est pas là. Je regarde dans la rivière, est-ce qu'il n'a pas glissé? Est-ce qu'il n'est pas à 10 mètres autour? Est-ce qu'il n'y a pas des pages quelque part que je peux prendre? Est-ce que je peux pas ramasser quelques trucs? Donc non, je vois rien. Tout bêtement, je prends une feuille d'un arbre qui est par terre, je la mets dans mon zip. Je me dis, voilà, au moins il comptera 13 trucs, il n'y aura pas 12. Mais je me dis, cette feuille d'arbre, j'aurais pu la ramasser n'importe où en fait. Donc voilà, je me dis, c'est complètement stupide. Après, je me dis, voilà, les pierres, elles sont au sol maintenant, elles sont plus en forme de pyramide. Donc, tu diras là, si jamais il ne te croit pas, d'envoyer quelqu'un voir que les pierres, elles sont toutes au sol maintenant. Donc, ça, déjà, ça me rassurait un peu. Je me suis dit, il va te croire avec ça. Mais voilà, malgré tout, je cherchais, je cogitais dans ma tête, qu'est-ce que tu peux faire? Je voulais prendre une photo, ben, je pouvais pas prendre de photo, j'avais pas le téléphone. Enfin, Bah oui, c'est con. voilà, donc ben, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes max, je me suis, voilà, je suis reparti tout en sachant qu'il allait me manquer une page et c'est ce qu'a fait Laz à la fin. Il m'a trituré un peu l'esprit. Il m'a dit bon, maintenant compte tes pages et c'est là où j'ai dit ben ouais, on va les compter, mais je suis désolé, il m'a manqué une quoi. Et là, il m'a tendu le livre dans mes mains et il m'a dit oui, on sait, quelqu'un l'a ramené, ne t'inquiète pas, ton finish est officiel. Et voilà. Waouh, le soulagement. Ouais, clairement, j'étais soulagé. Ouais. Et alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe sur le camp pendant que les coureurs comme ça partent? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se dit? Quelles sont un peu les coulisses de cette Barclay? Ouais, il faut savoir qu'il y a vraiment plusieurs phases, hein. Il y a 5 phases puisqu'il y a 5 tours. Donc sur le premier tour, il faut se dire que c'est l'hécatombe en fait. En général, il y a énormément de déchets, un peu moins cette année. Mais quand les coureurs partent, déjà pendant à peu près 8 heures, on n'a aucune nouvelle des coureurs. Donc si on veut avoir des nouvelles, il faut monter à la Lookout Tower. C'est un petit peu le point culminant à 1000 mètres d'altitude. Donc il se trouve à peu près 2 tiers du départ. Et ensuite, il reste 4 heures pour le retour au parc, à la Yellow Gate. Mais là, c'est pareil, sur ces parcours-là, on ne sait pas où sont les gens. Parce que, je ne sais pas si on a expliqué ça aux auditeurs, donc la navigation, c'est que carte et boussole, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tracker GPS, il n'y a pas d'altimètre, il y a rien du tout en fait, hein. Donc on est vraiment livré à soi-même. Donc quand on est sur le camp, ben après on sait pas trop. Faut savoir que sur place, la connexion internet est très défaillante. Donc parfois on a des infos via ce que Publicis donne un lieutenant en fait de Laz qui est au plus près de la barrière et qui parfois publie des informations sur les gens qui arrivent.
Sachant que cette année, en plus, ils s'étaient amusés à pas donner les vrais noms des coureurs, mais donner une espèce de pseudo, donc tout le monde était un peu perdu. Donc voilà, il faut essayer de piocher des informations comme ça à droite à gauche. Après, ce qui s'est passé la première nuit, donc moi j'étais allé essayer de dormir un petit peu. Et là, on entend les clairons tous les demi-heures en fait. Donc le clairon, c'est pour la sonnerie aux morts, pour ceux qui ont échoué en fait. Donc la trompette sonne assez souvent en fait. Et puis après, donc après le premier tour, bah, il y a déjà moins de coureurs, et puis encore moins sur le deuxième, troisième, etc. Et donc l'attention après l'attention se concentre sur les coureurs qui restent en course. Après, au niveau de l'assistance, ça reste assez intense. Pourquoi? Parce que tous les tours de jour, moi j'essayais de monter à la tower, en haut de Radio pour voir Aurélien, essayer de l'encourager, essayer de voir dans quel état de forme il se trouvait. Donc voilà, ça fait faire un petit peu de randonnée. Et puis surtout, une fois qu'il est arrivé, faut savoir qu'Aurélien avait prévu vraiment un plan très précis avec une checklist par rapport à ce qu'il fallait. Il avait 2 sacs à dos, donc il fallait faire des transferts d'un sac à l'autre. Il fallait recharger en eau, etc. Et donc là, il fallait pas se planter non plus sur tout ce qui était recharge des batteries pour la frontale. Parce que voilà, si c'est le genre de détail, si on se retrouve sur le tour de nuit et on a une défaillance de batterie, ben voilà, la course elle est terminée, quoi. Mais c'est vrai que le rôle d'Alex est très important dans ce genre de course, hein, de l'assistance, c'est que tout est minuté, et il faut savoir qu'historiquement, les finishers, sur 60 heures, ils finissent dans la dernière heure, donc ça se joue à très peu, et d'ailleurs, comme l'a rappelé Karel, le Belge qui a aussi fini, à moins de 7 minutes du temps limite, il dit si mon assistant avait passé 90 secondes de plus à chaque tour, je finissais pas dans les temps. Donc, d'où l'importance vraiment de tout bien planifier, anticiper voilà, chaque seconde compte, chaque détail compte, et il faut pas se planter parce qu'effectivement s'il y a une erreur quelconque, ça peut être le grain de sable qui fait rater la course. Et ça, un petit peu, moi je le savais parce que j'ai été venu quelques fois, j'avais vu comment justement les finishers et comment l'assistance des finishers préparait ça. Et donc comme il faisait beau, on avait la possibilité de laisser le petit point d'assistance, la chaise, etc., avec tous les ravitaux, au plus près de la barrière en fait. Donc l'assistant de John Kelly s'était mis à peu près à 10 mètres de la barrière de la Yellow Gate. Et moi, il y avait un emplacement qui était collé à la Yellow Gate. J'ai demandé si je pouvais m'y mettre. On m'a dit oui, vas-y. Donc ça veut dire que t'as juste un ou 2 mètres à faire pour te changer, etc., et repartir. Parce que sinon, s'il fait mauvais, ça veut dire qu'il faut aller de la Yellow Gate jusqu'à ton véhicule, par exemple, pour te changer, etc. Et tu vas faire peut-être 4 ou 5 fois 200 mètres sur toute la course. Donc ce qui fait 1 kilomètre, et ce qui va te coûter des secondes, etc. Et je sais que sur ce genre de course, chaque seconde est primordiale. Donc au final, Aurélien avait de la marge, mais au début, tu le sais pas, ça. Hmm. Et alors, Aurélien, mes auditeurs le savent, moi ce que j'appelle les gens qui préparent absolument tout, leur programmation, leurs entraînements, qui optimisent absolument tout, je les appelle les ingénieurs du trail. Bon, toi ça tombe bien, t'es ingénieur. Est-ce que même dans ta préparation au quotidien pour tes autres objectifs, tu regardes absolument tout, tu détailles tes entraînements, tu regardes ta VMA, ta fréquence cardiaque max, est-ce que tu es dans le genre plutôt millimétré ou plutôt au ressenti, on prépare ça un peu comme ça vient? Ouais, un peu les deux, un peu les deux. J'ai des objectifs de volume par semaine, surtout en dénivelé, aussi en temps et en kilomètres que je regarde beaucoup. J'aime bien me rassurer avec des chiffres, me faire une semaine à 5000, à 8000, à 10 000 en dénivelé. Et pareil pour les week-ends où je fais une sortie à 5000 le samedi et à 3000 le dimanche. Donc ça, je le respecte beaucoup.
Après, dans la semaine, je suis pas millimétré, non. Je cours quand j'ai envie de courir en fonction de mon emploi du temps, de mon travail, de ma copine, de mes amis, etc. Je veux garder aussi une sorte d'équilibre malgré tout. Donc je cours en fonction des fois le matin ou le midi ou le soir et ça je le prévois pas à l'avance, je me fais pas un programme vraiment bien défini. Par contre, je sais qu'à un moment donné, je vais faire ce type de volume sur la semaine. Donc voilà, c'est plutôt à la semaine où je quantifie mes entraînements. Aussi, je varie un peu les entraînements où certains je fais des répétitions en côte, d'autres je fais juste des runs à allure endurance, hein. D'autres je fais des sorties sur du hors sentier, un peu comme le défi du cauchemar d'Alexandre que j'ai fait à 2 reprises justement dans les Pyrénées, qui était un peu entraînement type Barclay. Donc je varie les entraînements et voilà, je dirais que c'est un peu des deux. Ah, c'est intéressant parce que tu vois, dans ton profil, il y a quand même ce côté je m'adapte à l'aventure, tu vois, avec la traversée du GR10 où t'es parti comme ça, presque du jour au lendemain avec ton sac de couchage. Et tu as quand même aussi cet aspect de préparation ultra millimétrée. Donc finalement, c'est un bon mix des deux pour réussir une course du type Barclay où il faut être ultra préparé, mais en même temps avoir la capacité de s'adapter. Et tu l'as expliqué. Pour ce dernier tour, finalement, faut pas rester mentalement sur ce dernier tour avec cette image mentale négative et vite passer à autre chose. Tu dirais que tous ces types d'entraînement que tu peux faire t'ont aidé à préparer mentalement cette Barclay? Ah oui, oui, tout à fait. Après le GR10, là, pour revenir sur ça, c'était assez millimétré quand même aussi, et je suis pas parti avec un sac à dos et à l'aventure comme ça. J'ai compté les grammes dans mon sac. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire pour ma survie et pour pouvoir me permettre d'être le plus léger possible pour aller le plus vite possible, hein. J'ai vraiment compté les grammes, hein. Je me suis pas permis de prendre même un câble, un petit câble pour pouvoir recharger ma montre ou quoi que ce soit, ou des écouteurs ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment millimétré, voilà, j'ai vraiment organisé très précisément mon sac à dos et ma logistique pour le GR10, où j'ai calculé où est-ce que j'allais être, où est-ce que les supermarchés, à quelle heure les supermarchés allaient être ouverts pour ne pas tomber voilà, dans un village où justement je dois vraiment à tout prix me ravitailler pour les 3 prochains jours. Donc ça, je l'avais préparé énormément. Et comme tu dis, en fait, ce genre de préparation logistique, en fait, le fait d'être seul et de compter sur personne d'autre pour le GR10 ou même pour le John Muir Trail ou tous les projets que j'ai fait jusqu'à présent, forcément, ça a contribué petit à petit à ce que je me rende autonome sur la Barclay. Et clairement, la Barclay, c'est ça, en fait. Faut gagner en autonomie, faut pouvoir gagner en autonomie à tous les niveaux, physiquement, sur la nutrition, sur l'orientation, et voilà. Et alors du coup, quand on a terminé une Barclay, qui était un objectif comme ça presque de vie, hein, où tu dis ça fait 6 ans que tu as ça en tête, que tu la prépares. Est-ce que toute cette préparation, toutes ces années à préparer cette course, tous ces sacrifices aussi quelque part, ça valait le coup? Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, bien sûr, je vais pas dire, non, non, Comment on se sent après? Comment on regrette, se je sent? regrette toutes les aventures. Non, je rigole, je rigole. Non, mais si, je me sens privilégié, je me sens tellement reconnaissant de m'être lancé dans ce projet. Et comme je disais, Laz, je le vois vraiment comme je suis vraiment bienveillant à son égard. Il a créé quelque chose d'unique qui m'a motivé, qui a pris 6 ans de ma vie. Euh, et du coup, j'aime penser, c'est pas à moi de le dire, hein, mais j'aime penser que je suis devenu une meilleure personne grâce à ça, en fait, et que voilà, je connais plus mes défauts et mes qualités maintenant. J'ai vraiment fait de grosses introspections depuis 6 ans, surtout au début où je me remettais énormément en question, forcément, où on doit analyser ce qui pêche, en fait, ses défauts et comment les gérer du mieux que possible pour pas que ce soit trop bloquant. Et je pense que voilà, en ce sens-là, je me suis amélioré et j'ai moins un peu l'esprit de compétition que j'avais eu avant et voilà, je me ressens beaucoup sur moi-même en fait. Et en ça, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Donc je suis énormément reconnaissant de cette aventure. Et là, ben voilà, la boucle est bouclée. J'ai réalisé mon rêve, mais pour moi, c'est juste un commencement au final. Je vois pas de finalité en soi depuis que j'ai fini parce que j'aime faire ça. J'aimerais bien y retourner. J'aimerais bien continuer à avoir des aventures et toujours à me dépasser. J'ai pas fini quoi. Enfin, c'est pas parce que j'ai fini que ça y est, je vais avoir que des courses parfaites. Non, c'est pas le cas. Donc voilà, je vais continuer encore. Bah c'est chouette et rassurant de l'entendre parce que c'est vrai qu'on peut toujours se dire tu décroches un, un résultat exceptionnel et que les autres risquent de paraître plus fades, mais non, t'as la bonne attitude. Après moi je vois à travers les échanges, je connaissais pas tous tes projets, mais
c'est aussi ton approche très humble, très ouverte, très à la recherche du développement personnel aussi. Donc c'est ça les clés du succès et c'est de ton succès et c'est en même temps ce qui va te faire continuer vers encore d'autres choses. C'est pas voilà. Mais je suis heureux d'apprendre que c'est qu'une étape. Voilà. Ah, mais c'est intéressant parce que tu vois ma question elle est pas anodine parce que personnellement mon objectif perso un jour si j'arrive à terminer la diagonale des fous je dirais voilà c'est bon je peux mourir tranquille c'est l'objectif et en fait après un événement comme ça que tu attends depuis des années on connaît souvent des personnes qui ont un espèce de vide un truc où tu te dis ben c'est bon quoi j'ai fait ça maintenant qu'est-ce que je vais faire est-ce que maintenant ton rêve ultime, c'est de recommencer, de retourner, ou finalement, est-ce qu'il y a un autre truc qui va, à ton avis, reprendre la place qu'avait cette Barclay dans ta vie? Bah, pour la Barclay, en tout cas, c'est vrai que j'ai plus vraiment de rêve ultime, en tout cas, à part continuer à faire partie de la communauté, de vivre l'événement comme je l'ai vécu, c'est-à-dire prendre vraiment plaisir à partager ça avec les autres, être le témoin du reste de l'aventure de Guillaume Calmette, qui lui n'a pas fini la sienne, je l'espère, enfin, ça sera à lui de le dire en tout cas, mais voilà, continuer à vivre des émotions, à faire partie de l'aventure. Après, oui, j'ai d'autres rêves, là, il y a la Chartreuse Termine-Room qui arrive en juin, personne ne l'a fini cette course, et tout le monde se demande est-ce que c'est pas à la limite du raisonnable, est-ce que c'est vraiment réalisable, et il y a tout à explorer. Et moi, voilà, je suis un peu dans cette démarche-là. J'ai envie de contribuer et de voir à quel point c'est possible ou à quel point ça ne l'est pas. Donc, cette course, elle est super intéressante, je trouve. Donc, ben, j'y serai en juin et on va tout donner, on va découvrir ben, ce qui est possible ou pas. Donc, il y a ça qui me plaît. Et après, voilà, il y a énormément de projets qu'on pourrait avoir, de projets de traversée, etc. Donc, c'est pas fini. Et voilà, bon, la Barclay, à part voilà, rajouter des finishes. Se dire je suis deux fois finisher, trois fois finisher, etc. Bon, ça, non, c'est pas la finalité, mais par contre, voilà, continuer à vivre l'expérience si jamais, et voilà. Juste, c'est vrai qu'à titre d'exemple, en 2017, John Kelly finit la Barclay. L'année suivante, il vient dans le rôle de Alex en assistant Gary Robbins pour l'aider à finir la Barclay. Donc c'est comme quoi, pour moi, c'est des beaux exemples. Et John, il n'a pas arrêté d'avoir d'autres projets, de revenir d'autres fois sur la Barclay. Donc moi, c'est tout ce que je te souhaite, Aurélien, c'est de continuer. Tu as plein de projets encore à mener. Et là, évidemment, la Chartreuse Termine-Rome, tout le monde y pense aussi pour toi. Du coup, Aurélien, l'année prochaine, tu fais l'assistant d'Alexandre qui terminera lui aussi la Barclay, c'est bien ça? Avec grand plaisir, si ça fait partie de ses projets, ça. Non, j'ai pas ça comme projet. Alors, quels sont tes projets à toi, Alexandre? Du coup, tu vas retourner sur cette Barclay, j'imagine, l'année prochaine ou pas? Ou ça y est? Je sais pas. À chaque fois, je me dis que c'est la dernière fois que je mettrai les pieds à Frozenhead et à chaque fois, j'y reviens. Donc, je sais pas, la vie est faite de surprises. Voilà, quand j'ai postulé cette année, j'avais repostulé, j'ai pas été pris ni en liste d'attente. Comme pour moi, c'était fini. Et puis, il y a eu cette opportunité avec Aurélien. Donc, je sais pas, on verra. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que sur la Barclay, j'ai vraiment apprécié en fait l'avant Barclay. Et c'est-à-dire créer cette boucle dans les Pyrénées et me prendre du plaisir sur ce type d'effort que je connaissais pas du tout. Parce qu'en fait, faut savoir qu'on n'a pas le droit d'aller sur les hors-sentiers hors Barclay. Il n'y a que les coureurs qui ont le droit d'y aller. Donc en fait, c'est un terrain qui est complètement inconnu en fait. Faut savoir que c'est un effort qui est complètement anormal et qu'on pratique très peu, même en trail en fait. Donc le fait d'avoir expérimenté ça au début, pour moi, ça a été très dur. Mais après, on y prend goût et puis on est au milieu de la nature, on voit pas mal d'animaux. Il y a le fait de découvrir les entraînements de nuit aussi en forêt, ce qui est pas vraiment naturel. Et au début, on a une espèce de peur panique parce que c'est la nuit, etc. Et puis après, on s'habitue en fait. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Si je reviens pas sur la Barclay, je prendrai du plaisir sur ma boucle dans les Pyrénées. C'est ma petite Barclay privée à moi en fait.
Et alors, comment vous avez vu évoluer cette Barclay? Parce qu'au début, c'était quand même un projet que 3-4 coureurs se lançaient dessus. Aujourd'hui, ça devient quand même un peu plus compliqué d'y participer avec cette épreuve de sélection, etc. Médiatiquement, comme Aurélien en plus est le premier français, ça va booster encore un peu plus la médiatisation de cette course pour les Français. Je vois même la nounou de ma fille qui m'a demandé si je voulais aller y participer un jour. Enfin voilà, il y a quand même des gens qui ont découvert cette course. Médiatiquement, ça va prendre une ampleur. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette course évoluer au fil des années? Est-ce qu'elle garde quand même, malgré tout, son esprit authentique malgré cette médiatisation qui s'intensifie? Je pense que oui. Après, d'ailleurs, Laz, l'organisateur, veille très attentivement pour que ça reste tel que veut. Et là, la course a démarré, les dates sont pas connues, c'était en courant de semaine. Il faut que ça reste dans un environnement qui n'évolue pas ou qui reste vraiment pour les plus passionnés. Maintenant, c'est le regard extérieur peut-être qui change avec de plus en plus de monde qui s'intéresse au sujet. Ouais, et puis je crois que c'est pire que ça, c'est que plus c'est médiatisé, vraiment plus Laz veut que ça reste authentique. Et il faut savoir que donc Laz protège énormément sa course. Ce sont les coureurs eux-mêmes aussi qui protègent la course. Ils y sont extrêmement attachés et ils ont vraiment envie de garder cette authenticité, que les gens jouent parfaitement les règles du jeu et c'est tout, quoi. Alors en fait, il y a là, je trouve qu'il fait très très bien les choses. Enfin, c'est pas moi de le dire, tout le monde le sait de toute façon, mais la course est en hors sentier qui est dans un parc naturel qui est Frozen Head State Park, qui historiquement, il y a 20 ans, ils ont failli arrêter la course en fait à cause de ça, parce que ça commençait à prendre une ampleur et les coureurs faisaient du hors sentier et le parc ne voulait pas de ça. Donc là, ça a réussi à s'entourer aussi des médias en fait pour médiatiser un peu ça, garder de l'intérêt à la course et faire en sorte de voilà de collaborer avec les Power Rangers qui soient fiers d'avoir cet événement. Et c'est la situation actuellement quand on va au Visitor Center au parc, on voit que tous les rangers sont contents de nous accueillir et contents de faire un peu partie de l'aventure. Donc là, il sait utiliser voilà, les médias forcément pour pouvoir protéger sa course. Hein. Mais les médias, c'est pas voilà, c'est pas justement pour faire de la pub à sa course. Il veut vraiment garder l'esprit d'il y a 30 ans. Il veut la juste milieu entre que la course soit protégée et qu'elle continue à perdurer telle qu'elle était, en ayant cet équilibre que je viens de dire, quoi. Et il fait très bien les choses. Par contre, voilà, il faudra aussi que les coureurs et que les gens qui respectent cet événement et qui respectent l'esprit de cette course. Voilà, qu'il n'y ait pas 1000 ou 2000 touristes qui viennent sur la course pour respecter justement cette ambiance, etc. Et pour l'instant, c'est le cas, donc j'ai envie de croire que ça restera le cas. Et là, Aurélien, nous, on est à 10 jours de l'événement. On enregistre le 23 mars. Comment tu te sens 10 jours après? Est-ce que tu ressens une fatigue intense? Est-ce que physiquement, tu as bien récupéré? Comment t'es après ça? Physiquement, je me sens très bien depuis quelques jours déjà, c'est incroyable, j'ai pas trop de courbatures, tout ça, j'ai pas trop de séquelles, pas du tout même. Hein. Donc là, je me sentirais prêt à commencer à courir à nouveau. Bon, je pense que j'ai peut-être des douleurs ou de la fatigue profonde que j'ai pas encore ressenti parce que je me suis pas remis à l'activité. Mais à ce niveau-là, je me sens très très bien. Et, je faisais quelques cauchemars les nuits dernières là où à chaque fois, ma copine en est témoin, je me croyais dans ma cinquième boucle, mais pas concentré, où je perdais le fil et où chaque fois je me réveillais un sursaut, où je voyais ma course, où je me voyais perdre ma course, entre guillemets, abandonner, et ça me paniquait depuis 2-3 jours là. La nuit dernière, ça allait mieux, enfin. Mais voilà, c'est un peu les séquelles, entre guillemets, inconscientes, où en fait les rêves sont un peu liés à ça encore. Mais sinon, au quotidien, oui, voilà, les derniers soirs, je tombais vite exténué le soir et j'allais vite au lit. Mais sinon, en termes de forme physique, ça, c'est plutôt bien, ouais. Hmm. Et s'il y avait une scène, un événement, un moment un peu what the fuck auquel tu aurais participé ou que tu aurais vu pendant cette Barclay, ou un souvenir que tu garderais, ce serait quoi?
Là, le seul qui me vient, c'est quand on criait avec Karel. Quand Karel, il me dit Aurélien, enfin, sois pas surpris si jamais tu m'entends crier, c'est pour me réveiller. Je dis ah ouais, pas de souci. Il m'explique qu'avec John, ils avaient cette technique-là, que lorsqu'ils s'endorment, en fait, ils crient bien là, comme des cris, ben, voilà, d'encouragement à soi-même dans les bois parce que ça réveille, ça donne de l'énergie. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah ben c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. Et du coup, ben, Karel, il a commencé à crier. Je me suis retourné, il me dit non, t'inquiète, je commence à crier. Du coup, j'ai dit, ah, ok. Mais du coup, j'ai joué le jeu. Moi aussi, je me suis dit, c'est une bonne idée. Je commençais à m'endormir aussi. J'ai crié des allées, des commandes, des trucs qui sont encourageants, assez forts dans les bois là de nuit. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier ou bizarre d'un point de vue extérieur. Mais quand il m'a dit ça, Karel, je me suis dit, ah, c'est trop une bonne idée. Donc, on va essayer. Donc, voilà, on a fait ça pendant un petit moment, quoi. C'est clair, c'est vachement bien. Là, sur les prochains ultras, on va avoir plein de gens qui vont crier dans tous les sens. Ça va être génial. Ouais. Moi, j'avais une petite question, Aurélien. Est-ce que tu étais tellement concentré que finalement, c'est juste avant d'arriver à la barrière que tu t'es dit c'est bon, ou est-ce que à quel moment tu t'es dit c'est bon, là, je finis la Barclay? Point. Je me le suis dit à plusieurs reprises, déjà quand je commençais la 5e boucle, enfin, je me le suis dit à plusieurs reprises et au bout de 5 secondes à chaque fois, je m'empêchais de penser à ça et je me reconcentrais sur mon objectif, c'est-à-dire le prochain livre, parce que c'est l'erreur que j'avais faite sur mon second John Muir Trail, dès 15 heures avant l'arrivée, je me suis dit c'est bon, tu l'as, tu vas réussir et en fait j'ai perdu le fil. Du coup, ben, ça m'est arrivé à plein de moments, sans certitude, hein. Là où j'ai vraiment compris honnêtement que c'était fait, c'est lorsque j'ai quitté la dernière section hors sentier qui était Wrangray Ridge, juste à l'arrivée, où là j'ai rejoint la rivière, j'ai rejoint le sentier, et là je me suis dit, c'est impossible que tu fasses une autre erreur. Parce que j'avais aussi en tête l'histoire de Gary Robbins qui a fait le mauvais virage. J'avais gardé ça en tête parce que je me suis dit, on ne sait jamais, jusqu'à la fin tout peut se passer. Donc à chaque fois je me disais, tu l'as, ça va arriver, mais 5 secondes après je me disais, enfin, reconcentre-toi, ne perds pas le fil. Du coup, voilà, c'était des allers-retours. Et là, par contre, quand j'ai rejoint le sentier et que j'ai vu le camp et que j'ai entendu les cris de tout le monde, là, je me suis dit, c'est terminé. Ah mais t'as très bien fait parce que c'est vrai que l'exemple de Gary Robbins et voilà, il se plante dans le dernier virage entre guillemets, donc ça peut arriver. J'avoue, moi je me suis endormi au moment où tu es arrivé parce que c'était en pleine nuit en France C'est et pas moi cool ça, Bertrand. je me suis réveillé en sursaut. Tu vois, les rêves nocturnes là à 5-6 heures du match. Et Aurélien, il est arrivé, j'ai tout de suite allumé mon téléphone et là soulagement, mais je craignais moi ce genre de scénario qui peut toujours arriver quoi, une défaillance au dernier moment quoi, Il faut se dire que ça a été certainement le moment le plus intense de la course. Enfin, un des plus moments, ça a été l'apothéose. Parce qu'on était tous donc concentrés autour de la Yellow Gate. Il faisait nuit. Et là, faut savoir qu'on attendait des coureurs qui pouvaient venir soit d'en haut, soit d'en bas, en fait. Voilà. On savait que John Kelly était parti sur le tour dans le sens horaire qui, théoriquement, est quand même un peu plus facile dans ce sens-là. Aurélien était dans le sens le plus compliqué. Et là, on était là, il faisait nuit, et à ce moment-là, on commence à voir au fond, sur la gauche, la petite lueur d'une frontale. On commence à la voir une fois, deux fois, et là, on savait que dans ce sens-là, c'était Aurélien, et on savait il allait finir. On savait pas encore s'il allait finir juste avant John Kelly, mais on savait que pour lui, c'était gagné, et là, c'était des cris de joie. C'est un moment magique. Je souhaite vraiment que chaque coureur à pied ou chaque trailer, etc., vive une fois ce genre d'événement dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose. J'ajouterais aussi que on attendait un finisseur depuis 2017, donc je crois que c'est toute la communauté des coureurs qui est super heureuse de voir ça. Hein. Voilà, de voir des gens arriver au bout de ce rêve, c'est une satisfaction évidemment pour le coureur en premier, mais pour toute la communauté. Et est-ce que vous pensez que l'AS va rendre la course encore plus dure pour qu'il y ait encore moins de possibilités de finish? C'est un fin... Ouais, non mais c'est un fin dosage. En fait, à chaque fois, il fait un fin dosage, mais il y a les paramètres que lui-même ne maîtrise pas, entre autres la météo. Et donc l'année dernière, la météo a été épouvantable et ça n'a pas aidé. Donc je sais qu'un des messages était, je déplace chaque fois le livre de 10 mètres ou de quelques mètres pour
parce que ça fait perdre quelques secondes et ça rend plus dur. Mais c'est un dosage qui est très compliqué. On voit Karel qui finit à 6 minutes de la deadline. S'il avait mis les livres à un chouïa plus loin, peut-être que Karel serait arrivé 2 minutes trop tard. Donc, mais voilà. Oui, c'est sûr que Laz, s'il y a 3 finisseurs comme cette année, il va dire c'est trop facile. Mais il peut y en avoir encore 0 pendant 5 ans aussi. Ouais, moi ce que je pense, c'est que, bon, on le sait, hein, les conditions météo ont été exceptionnelles sur les 2 jours et demi de course. Il pleuvait le jour de la remise des dossards. Quand on s'est endormi avec Aurélien, 2 heures après, il s'est mis à pleuvoir, il pleuvait des cordes. Donc c'était une année exceptionnelle de ce point de vue-là. Le départ aussi, pour moi, vers à 9h54, ça a aidé. Aujourd'hui, je pense que le même parcours, avec des conditions météo ne serait-ce que compliquées sur une demi-journée, franchement, ça va être, c'est pas impossible, mais ça va être très très difficile, je pense. Voilà. C'est quand même méga dur. Et donc, enfin bon, c'est Laz qui décidera comment il veut orienter, mais je crois quand même qu'elle est très 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 dure. On arrive déjà à presque 1 heure d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, un message, quelque chose dont on n'aurait pas parlé, peut-être pour clôturer notre échange, je vous laisse la parole, chacun à votre tour. Vas-y Bertrand, commence. Moi, j'en espérais pas tant, parce que, voilà, comme le disait Aurélien, depuis plusieurs années, on est, enfin, et Alex aussi, passionné par la course à suivre, et donc on ne sait jamais ce que ça va donner. Donc cette année, c'est un grand, grand bonheur. Merci de le partager avec nous. On espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est un signe, moi je trouve que exemplaire pour tout le monde, de la bonne démarche, la bonne attitude, et puis Aurélien continue de nous faire rêver. Alexandre. Ouais, moi ce que je dirais, c'est que on mesure mal l'exploit. Même moi, je vais participer à un tour, mais 5 tours, c'est pas l'accumulation c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est vraiment, je pense que sur chaque tour, les coureurs rentrent dans des domaines physiques et mentaux qu'on a vraiment du mal à mesurer, quoi. Donc il y a des niveaux 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et puis après, le 4e et 5e, il y en a vraiment très peu qui sont entrés dans ces domaines-là. C'est un peu. Moi, j'apparente ça un petit peu à des astronautes, en fait. Euh, donc, ils vivent des choses qu'on vivra jamais, quoi. Clairement. Et ça, là, on peut discuter avec Aurélien, il est très humble, etc. Mais il fait partie comme John Kelly, comme tous ces gens-là, ils font partie des gens à part. Et ça devient de fait des légendes. D'ailleurs, ce qui m'a impressionné, c'est que quelques minutes après qu'Aurélien soit arrivé à la Yellow Gate, c'est Laz lui-même qui l'a dit You are a legend. Il a dit à Aurélien tu es une légende. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tu es devenu une légende, en fait. Et donc je sais pas si Aurélien le mesure, mais moi je le considère vraiment comme ça aujourd'hui. Si, je le mesure. Après, je pense pas avoir changé depuis 10 jours, mais clairement, oui, c'est un aboutissement. Mais oui, après, je vois ouais, le poids de ces mots, et clairement, oui, ça me donne les larmes aux yeux. C'est un privilège voilà, c'est sûr. C'est peut-être l'humilité du Sud-Ouest, parce que j'ai reçu Beñat Marmisol sur le podcast et tu me fais penser un petit peu à lui sur certains aspects. C'est un compliment. Ouais. C'est un très beau compliment. Merci. Vraiment. Alors moi je vais terminer ce podcast si je peux me permettre, excuse-moi François, bien sûr, vas-y. Un petit dernier mot, moi je veux quand même faire à nouveau parler de ma reconnaissance extrême envers Guillaume qui est ça a été une inspiration pour moi depuis 5 ans, c'est devenu un pote depuis quelques temps, depuis un moment maintenant, et un mentor aussi, il m'a tout transmis,
je me considérais vraiment comme un binôme lors de cette course et c'était juste incroyable de partager ça avec lui et une déception extrême. J'aime pas à chaque fois parler que de mon finish, c'est frustrant, j'ai l'impression d'être égoïste. J'ai envie vraiment aussi de parler de lui, de son aventure où en fait on a partagé ça et j'espère que voilà, qu'il continuera ses aventures et c'est un gars qui va de l'avant et donc je me fais pas de soucis pour lui, je vais pas voilà, mais je lui suis extrêmement reconnaissant pour la personne qu'il est et puis après voilà, ma Lucille aussi, ma chérie qui m'a accompagné toute la prépa et qui sait les sacrifices que ça implique, qui est toujours là pour moi, qui est contente de tout ce qui se passe et voilà, et même ça implique encore voilà, ça implique de changer un peu mon quotidien à court terme et donc je l'en remercie pour ça et tous mes proches qui m'ont suivi et tout le monde qui m'a encouragé, ça m'a touché énormément, j'ai vu quelque chose d'unique depuis une semaine donc voilà, je voulais juste dire ça. Eh ben écoute, message passé et moi je recevrai avec grand plaisir Guillaume. Il est pas encore passé sur le podcast mais ça ferait un très bel échange à mon avis. Je tiens à remercier Bertrand personnellement qui a fait en sorte que cet enregistrement puisse avoir lieu. C'est lui qui a été le chef d'orchestre de ce moment. Donc merci beaucoup Bertrand pour avoir organisé cet échange sur l'Instant Outdoor. Merci beaucoup aussi à toi Aurélien, à toi Alexandre. J'imagine que vous devez être sollicité par plusieurs sources différentes et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode ensemble. C'était passionnant. J'espère que les auditeurs auront tout autant apprécié que moi notre échange. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup encore une fois pour votre temps et au plaisir sur les sentiers, mais pas ceux de Frozen Head. Hein. Pour personnellement, ce sera pas là. Hein. C'est de la diagonale. Voilà, c'est ça. Allez, à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Allez.